Salut Mendes, alors j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer réellement le sujet de la vidéo, je voulais vous remercier tout simplement pour les 2000 abonnés et le fait que maintenant on soit 750 membres sur le groupe Facebook. Alors je voulais vous dire merci déjà pour ça et je voulais pour les nouveaux arrivants tout simplement vous dire que le groupe Facebook était là tout simplement pour qu'on puisse échanger entre nous. Qu'entre guillemets ma petite communauté puisse s'exprimer, échanger, que ce soit des vidéos qui les ont fait rigoler ou l'avancement de leur projet, puisque nous ce qui nous intéresse c'est bien sûr le tuning, donc c'est toujours cool de voir tout simplement les projets soit de voitures qui sont passées sur la chaîne, soit d'autres en devenir évoluer. Alors le but c'est aussi que cette communauté puisse s'exprimer tout simplement en vous demandant juste une chose, c'est le respect, tout simplement créer une espèce de communauté automobile très hétéroclite, dans le sens où par exemple quelqu'un qui run en TDI le vendredi n'aime pas forcément une voiture stance, là on lui demandera de l'apprécier. Un mec qui kiffe les projets stance, une voiture, un mec qui piste en Mégane 3 RS, ça lui parlera pas, là on lui demandera de l'apprécier. Un mec qui piste en Mégane 3 RS et pas forcément fan déjà, on lui demandera d'aimer les gens. Le but est vraiment de créer en fait cette petite communauté vraiment amoureuse de l'automobile pour essayer vraiment de créer un truc un peu sympa. Le but de cette vidéo c'est tout simplement car il y a 2 semaines à l'heure actuelle j'ai fait en fait la voiture d'un abonné, d'un membre, et j'ai fait une rénovation de son véhicule. Donc pour X raisons je n'ai malheureusement pas pu filmer l'avancement du projet comme ce que j'avais fait avec la C4 de Pluit sur une autre vidéo. Du coup j'ai tout simplement pris des photos et j'ai vu que sur le groupe de la Mendesserie on m'a tout simplement fait demander de faire une vidéo explicative un peu pour expliquer grosso modo le processus de rénovation qui s'était passé. Donc pour les gens qui attendent de l'action, qui veulent pas de blabla, il est pas trop tard pour quitter la vidéo parce que là ça va être vraiment narratif, ça va être vraiment quasiment que du verbal pour vous expliquer en fait tout simplement en fait ce que j'ai fait sur le véhicule. C'est parti. Donc la voiture qu'on m'a amenée pour faire ce detailing est en fait la Mazda MX-5 d'un abonné, de Gabriel, que vous avez pu voir sur différentes vidéos. Je vous mettrai probablement les liens dans les vidéos dans lesquelles il apparaît pour que vous resituez un peu plus le personnage. Et du coup il m'avait déjà apporté une première fois sa TT MK1 sur laquelle j'avais bossé, son petit 20 VT, et du coup il m'a amené sa MX-5 qui avait besoin d'une grosse cure de rénovation. Donc si vous pouvez m'excuser un petit peu la qualité des photos qui n'ont pas spécialement exceptionnelles, puisqu'en fait elles ont tout simplement été prises avec ma GoPro. Donc il m'a emmené sa MX-5 qui avait pas loin de 200 000 km. Sur le papier j'étais très content puisque pour ceux qui le savent, les vernis Mazda sont des vernis très tendres, sont des vernis qui se corrigent très très bien, ce qui voulait dire qu'en fait tous les petits défauts qu'il allait avoir sur sa carrosserie étaient globalement faciles à rattraper. Donc ça c'était sur le papier, la réalité était tout autre puisqu'en fait le véhicule, avant qu'il me l'amène on l'avait scanné, le véhicule avait été quasiment entièrement repeint. Donc là du coup ça changeait toute la donne. C'était sûr à 99% que j'allais avoir un vernis beaucoup plus dur à travailler que celui de l'origine. Pour ceux qui ne le savent pas, les vernis tendres sont très faciles à corriger, mais la finition est plus compliquée à avoir. A l'inverse, les vernis, ce qu'on pourrait appeler un vernis allemand, est un vernis très très dur, très très épais, qui est très délicat à rattraper, mais qui peut avoir une finition faite très facilement. Donc il m'a amené la voiture, elle était pas archi vilaine, il y avait quand même pas mal de défauts profonds et il y avait surtout en fait un espèce de voile en fait sur toute la carrosserie qui avait pas matifié la peinture mais qui avait complètement fait perdre de 1 la brillance de la voiture et la profondeur de la peinture. Donc au lieu d'avoir une belle peinture pailletée, on avait tout simplement une peinture qui était très micro-rayée, très terne et qui nécessitait forcément un bon polissage. Donc comme vous pouvez le voir sur les photos, elle présente bien, il y avait pas mal de défauts mais dans l'ensemble la voiture était quand même plutôt jolie. Il y avait juste vraiment un bon petit travail à faire sur l'ensemble de la voiture. L'étape numéro 1 était tout simplement de m'attaquer au passage de roue, aux jantes et aux pneus. Donc pour ça j'ai dû utiliser forcément un décontaminant ferreux pour enlever en fait toutes les particules de frein qui étaient incrustées sur les jantes. J'ai également procédé tout simplement au dégraissage des flancs des pneus pour pouvoir à la fin poser un dressing sur les pneus et pour avoir vraiment quelque chose de vraiment propre. Et j'ai aussi, comme vous pouvez le voir, dégraissé les passages de roues avec le même produit. Pas quelque chose de très compliqué, mais c'est vraiment important pour à la livraison de la voiture avoir quelque chose de vraiment le plus propre possible. Comme vous pouvez le voir, les photos avant-après sont assez explicites de ce côté-là. L'étape suivante, c'est tout simplement l'étape de prélavage.
Donc là je vais pas réexpliquer, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Le but c'était tout simplement en fait de ramollir le film routier qui s'était déposé sur la carrosserie pour que moi, une fois que je passe mon gant, j'évite de créer plus de dégâts qu'autre chose. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai tout simplement utilisé un pinceau pendant que la mousse était sur le véhicule pour aller chercher en profondeur dans les interstices, les logos, pour aller vraiment chercher toute la merde qui s'y logeait. J'en ai également profité pour brosser, pour décrasser la capote qui était en vinyle. Pour ça, rien de compliqué, en fait j'ai profité de la mousse de pré-lavage et d'une brosse pour moquette pour frotter et vraiment être sûr de pouvoir vraiment nettoyer la capote en profondeur. Une fois le pré-lavage fait, tout simplement je vais faire mon lavage. Donc là, encore une fois, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Technique des 2 seaux, donc 2 gants, 2 seaux, un shampoing, et il y a juste à faire le tour de la carrosserie. Là encore, rien de compliqué. Donc après mon étape de lavage vient la décontamination. Donc ça c'est une étape qui est strictement obligatoire avant le polissage. Je vais être vulgaire, mais ça vous empêche tout simplement de policher sur de la merde et de tuer vos pads. Donc là, 2 façons de faire les choses, soit au gant comme je l'ai fait, soit à la gomme de décontamination, ou tout simplement vous pouvez utiliser les deux. Moi j'utilise pas de gomme de décontamination parce que déjà ça me fait perdre du temps, j'aime pas du tout manipuler les gommes, et l'avantage du gant c'est que vous pouvez tout simplement profiter en fait de votre seau de lavage comme lubrifiant. Là où avec la gomme vous êtes obligé d'acheter un lubrifiant à part pour pouvoir faire glisser la gomme sur la surface. Donc une fois cette préparation faite, c'est le moment de passer au polissage. Mais avant, je suis obligé de rentrer le véhicule forcément, de le sécher. Donc là je mets tout simplement du microfibre avec laquelle j'enlève l'excédent d'eau. Et j'ai l'avantage d'avoir pu utiliser un souffleur qui me permet en fait de souffler dans toutes les zones, ce qu'on appelle des réservoirs d'eau, en fait toutes les interstices ou les rétros, pour être vraiment sûr qu'une fois que je suis sur mon polissage, je ne sois pas emmerdé qu'une traînée d'eau, ou pour éviter aussi tout simplement les incrustations de calcaire par rapport à une eau qui serait pas tip top. Alors je l'ai pas pris en photo parce que c'était pas spécialement intéressant, mais entre mon étape où je sèche mon véhicule et où je polis, il y a forcément une étape de masquage. Donc c'est pas compliqué, il y a juste en fait à masquer tous les joints, toutes les parties plastiques brutes pour éviter que derrière, quand vous passez votre polish, vous blanchissiez la zone. C'est tout ça, tout aussi simple que ça. Alors j'ai tout simplement commencé par le capot qui était en fait tout simplement une zone de test pour moi qui me permettait d'essayer en fait plusieurs combos de pads polish pour voir lequel était le plus approprié à la voiture que j'avais sous la main. Donc j'ai commencé avec une approche assez soft pour éviter de trop entamer le capital vernis, puisque le but c'est tout simplement de corriger mais pas non plus de décaper la voiture. Donc je suis allé sur quelque chose d'intermédiaire, c'était pas suffisant. J'ai dû augmenter mon pad et mon polish pour passer sur un pad de forte abrasivité, sur un pad également de forte abrasivité, et j'ai au bout de 3-4 essais trouvé un bon compromis. Donc là où je m'attendais me limiter tout simplement à un pad mousse et un polish de forte correction, j'ai vu qu'en fait j'avais encore pas mal de défauts qui étaient assez profonds, et ce qui m'a permis en fait de tout simplement de comprendre que la voiture avait quasiment subi que du rouleau, ce qui n'entraîne pas réellement des micro-rayures mais vraiment des rayures assez profondes et qui sont mine de rien assez compliquées à faire ressortir. Donc j'ai dû avoir tout simplement recours à des pads, ce qu'on appelle des pads microfibres, donc qui sont des pads qui sont vraiment extrêmement agressifs. Donc l'inconvénient c'est que je corrige vite et en profondeur. L'inconvénient c'est qu'en fait je massacre tout simplement la surface et je suis quasiment obligé derrière de redescendre en grain pour avoir une finition assez acceptable. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux ce que je veux dire par là, c'est que mettons que vous ayez une voiture à repeindre, vous poncez au, je sais pas, au 500, vous êtes forcément obligé de remonter derrière sur un grain beaucoup plus fin avant de peindre, puisque tout simplement si vous repeignez dessus vous allez avoir les traces de ponçage sous la peinture. Bah là c'est un peu pareil dans le sens où si j'attaque trop fort la zone, je vais avoir une finition qui est pas top, ce qui fait que même si la voiture peut paraître nickel, quand vous allez la mettre au soleil vous allez avoir une espèce de voile un peu dégueulasse ou des hologrammes, ce qui en soi bâcle totalement votre réalisation. Comme vous pouvez le voir, j'avais par exemple sur l'aile avant des gros défauts, donc une vraie trace de frottement que j'ai réussi à faire partir. Donc je vais pas vous mentir, le propriétaire Gab le sait, c'est parti, mais si vous mettez une lumière vous allez voir qu'il y a encore quand même des défauts très profonds. Là malheureusement après moi c'était compliqué de pouvoir aller plus loin sans forcément attaquer le vernis trop profond, voire même de le percer tout simplement. Mais le problème c'est que je sentais en fait quand j'avais la machine que je chauffais, malgré que je travaille avec une orbitale, je chauffais rapidement la zone. Et le problème c'est qu'à force de surchauffe, c'est là où vous attendrissez le vernis
et là où les risques de le transpercer apparaissent. Donc là je vous ai mis un petit avant-après sur la porte, donc la finition est pas faite, c'est vraiment juste la correction. Donc vous pouvez voir les espèces de tourbillons, tout simplement les traces de brosse, de rouleau ou de mauvais lavage, mauvais essuyage qui ont été faites sur la voiture. Et le après du coup, une fois que moi avec ma machine j'ai enlevé tous ces petits défauts. Donc là encore sur le pare-choc arrière, même principe sur l'aile avant droite, j'ai une grosse trace de frottement. Donc là encore j'ai réussi à la faire partir grâce à l'utilisation d'un pad microfibre et d'un polish, donc un combo qui est très agressif. Mais c'est un peu le même topo que sur l'aile avant, ça se voit plus du tout à l'œil nu. Par contre si vous mettez une lumière, vous allez voir encore en fait tout simplement que ça a été creusé en profondeur. Donc sur un véhicule en peinture d'origine, c'est tout de suite beaucoup plus simple puisque par rapport au scan de l'épaisseur de peinture, vous pouvez savoir grosso modo quand vous arrêtez sur le polissage, quand vous êtes à la limite de la rupture de vernis. Chose qui est quasiment impossible lorsque vous avez un véhicule repeint parce qu'en fait vous pouvez difficilement savoir en fait l'épaisseur de vernis que vous avez sur le véhicule. Donc plutôt que de partir à la faute, de partir au casse-pipe, le mieux c'est vraiment de s'arrêter là où vous le sentez plus. Donc vous m'excuserez là sur ce plan là, le après est relativement flou mais on peut vraiment voir que même les optiques étaient très ternes et qu'avec un polish de correction vous rattrapez tout simplement ce voile d'oxydation et vous redonnez en fait toute la profondeur au polycarbonate. Alors j'ai fait de même pour les logos, le logo Mazda, le logo MX5 qui était vraiment attaqué, qui était vraiment oxydé et au final vous voyez que ça ressort vraiment chromé, vraiment beau comme ce que ça devrait être en temps normal. Là je vous ai mis une petite photo pour le fun, donc c'est vraiment un avant-après sur deux éléments collés, donc l'aile avant gauche et la porte avant gauche. Et ce qui est intéressant justement en plus sur cette photo, c'est que quand je vous parle en fait de massacrer la finition, vous pouvez voir facilement sur le flash de l'ampoule de droite qu'il y a une espèce de voile un peu laiteux, un peu dégueulasse, et c'est ça que je parlais, c'est qu'en fait j'ai du coup fatalement un peu négligé ma finition au détriment d'une correction, donc pour pouvoir faire sortir les défauts. Donc là on se rend vraiment compte en fait l'espèce de voile, on voit très bien, ça fait une espèce de barre blanche, et bah, c'est tout simplement cette espèce de voile laiteux qui disparaît une fois que vous faites votre polissage de finition. Donc sur les optiques avant il y avait un gros travail puisqu'ils étaient vraiment limite jaunis, ils étaient vraiment dégueulasses, il y avait vraiment un gros voile d'oxydation en surface. De base je voulais partir vraiment sur une correction des optiques, c'est-à-dire les poncer complètement, et en fait grâce à l'utilisation encore une fois d'un pad microfibre et d'un polish très hard, j'ai pu en fait tout simplement casser ce voile sans avoir à poncer l'optique. Donc l'avantage c'est que Gabriel sur son phare gardera en fait la protection du polycarbonate, puisque quand vous poncez vous retirez en fait cette pellicule, cette espèce de vernis d'origine, et vous rendez en fait le phare beaucoup plus fragile. Donc oui vous le corrigez, oui vous enlevez les défauts, mais intrinsèquement vous retirez cette protection, ce qui potentiellement fait que le jaunissement va réapparaître beaucoup plus vite. Là l'avantage c'est que j'ai tout simplement enlevé ce voile terne, mais j'ai gardé cette espèce de vernis d'origine, ce qui limitera en fait la réapparition du voile terne. En plus pour limiter ce phénomène, j'ai tout simplement posé un traitement céramique sur les deux optiques avant. Donc comme ils sont vraiment plus sujets aux UV, au ternissement que les optiques arrière, j'ai tout simplement posé ce traitement céramique pour gagner du temps et tout simplement offrir à Gab une protection un peu plus intéressante qu'avec une cire traditionnelle. Donc la sortie d'échappement, il y avait un gros sujet aussi à ce niveau là. Comme vous pouvez le voir, c'était même pas, elle était terne, elle était carrément orange. Donc quand Gabriel m'a amené le véhicule, je me suis dit ah, là ça va être très compliqué, c'est limite si je pouvais rien faire du tout. On n'avait même pas un semblant de brillance, on n'avait rien, on avait vraiment une canule qui était vraiment dégueulasse, qui était orange, qui était rouillée. De ce fait j'ai utilisé tout simplement un polish métal très abrasif, en fait qui me permet entre guillemets vulgairement de récurer la surface et en fait d'enlever cette couche, cette pellicule qui s'est déposée sur le silencieux. Donc j'ai bien entendu utiliser un décarbonisant pour enlever la calamine, la suie qui se trouve sur le pot, mais je pense que en 20 ans d'existence la voiture ne l'a jamais eu, ce qui fait que c'était vraiment incrusté dans la matière, ça ne les a pas enlevés, et même moi avec le polissage métallique derrière, j'ai rien pu enlever du tout. Par contre ce qu'on remarque c'est que là on a vraiment un silencieux qui brille, qui a retrouvé vraiment l'aspect du métal. Donc là on a deux petites photos une fois que le polissage est fait. Je vous ai pas pris de photo du polissage de finition parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est le même principe et les avant-après ce serait pas spécialement parlant en photo. Du coup j'ai tout simplement sorti la voiture dehors pour me faire deux petites photos un peu sympas.
J'ai à la suite re-rentré le véhicule à l'intérieur et là j'ai posé un glaze. Donc là un glaze c'est tout simplement ce qu'on appelle un lustreur. Donc les gens confondent souvent le lustrage et le polissage. Pour remettre les choses dans le contexte, le polissage c'est tout simplement en fait la correction du vernis, donc la suppression de micro-rayures, défauts de carrosserie. Et le lustrage ça n'a aucune propriété de correction, c'est tout simplement des huiles qu'on dépose sur le vernis pour le nourrir et apporter de la brillance. Encore une fois, si je devais faire une comparaison un peu bizarre, ce serait en fait tout simplement une crème hydratante comme nous on utilise, mais pour le vernis. Donc c'est un produit que vous pouvez poser soit à la main, soit à la machine. Personnellement, je préfère le poser à la main puisque je trouve qu'il n'y a pas spécialement déjà un gain de temps à le poser à la machine, et en plus de ça, vous perdez énormément en précision. C'est-à-dire que sur des zones un peu exiguës comme un pare-choc, un montant de toit, le pad il va être très compliqué à manipuler. L'avantage du pad manuel c'est que vous le mettez où vous voulez. Le lustrage, il n'y a pas besoin de mettre de pression, il n'y a pas besoin d'y passer 50 ans. C'est vraiment l'application d'un produit, vous faites le tour du véhicule et une fois que vous êtes revenu au point de départ, vous essuyez tout simplement. Alors là dans mon cas j'ai tout simplement posé un lustrage parce que certains éléments qui n'avaient pas été repeints absorbaient tout simplement le polish lorsque je polissais, ce qui moi me signifiait en fait que le vernis avait soif entre guillemets et qu'il fallait en fait le nourrir, d'où l'intérêt de poser ce lustre. Au-delà de ça, ça n'avait pas spécialement d'importance puisque derrière j'allais passer un cleaner à base d'alcool pour poser ma protection, donc j'allais fatalement enlever ce glaze. Ah, rien d'extravagant, c'est tout simplement le nettoyage et le dressing des plastiques et des joints. Donc j'ai tout simplement nettoyé les joints avec un APC, donc un nettoyant multisurface, et par-dessus lequel j'ai tout simplement posé un dressing plastique pour le protéger contre les UV et aussi pour le côté esthétique de la voiture. La capote, j'avais tout simplement promis à Gabriel que je l'imperméabiliserais, même si on arrive dans une période où il n'en aura pas spécialement besoin, mais ça faisait partie un peu de la presta complète pour qu'il ait vraiment quelque chose de bien. Et j'ai par-dessus posé un produit qui à la base n'est pas destiné à l'imperméabilisation des capotes. J'ai pas utilisé un vrai imperméabilisant textile comme j'aurais dû, mais j'ai tout simplement utilisé un produit que j'avais présenté sur la chaîne qui est l'Hydrosilex. En fait, j'ai tout simplement vu que le fabricant indiquait qu'il pouvait être posé en imperméabilisateur capote, qu'il fallait juste le poser de telle ou telle façon, et du coup j'ai prévenu Gab que ce serait peut-être pas ouf parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'ai posé l'Hydrosilex sur la capote en guise de protection. Donc ça, le retour je l'aurai par Gab et non pas par mon expérience perso. Du coup, une fois que tout ça a été fait, j'ai passé, comme je vous l'ai dit, un coup de cleaner, donc un IPA, pour enlever en fait tout simplement le glaze que j'avais posé, pour enlever tout simplement le gras, puisque j'allais poser en sous-couche une cire synthétique. Donc les cires synthétiques se posent forcément sur une base saine, je vais pas dire saine, mais sur une base qui n'est pas grasse, qui n'a pas d'huile, qui est vraiment la plus à nu possible. Donc pour ça je suis obligé de passer tout simplement un produit à base d'alcool pour enlever toutes les huiles, tout le gras, ce qui me permet moi derrière de poser tout simplement cette cire synthétique. Donc je vais poser une cire qui est censée tenir 7 à 8 mois. Ça après la durée dans le temps dépendra en fait déjà des lavages qu'il va effectuer, de la fréquence de roulage du véhicule et aussi du stockage de la voiture. J'ai donc attendu une demi-journée et j'ai posé par dessus une cire naturelle. Donc le seul intérêt en fait c'est tout simplement de profiter des propriétés de protection de la cire synthétique, mais par dessus poser une cire naturelle tout simplement pour avoir le meilleur rendu possible. Les cires synthétiques offrent beaucoup de brillance, mais je trouve le rendu pas du tout chaleureux, très peu profond. L'avantage des cires naturelles, c'est que c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau en termes de protection. Donc là l'intérêt il était quasiment nul, si ce n'est en fait tout simplement offrir de l'esthétique à la voiture. Donc voilà, sur cette photo rien de fou, c'est tout simplement le dressing des pneus, donc l'utilisation d'un brillant pneu. Personnellement j'utilise des brillants pneus qui sont mat puisque j'aime pas du tout le côté glossy, le côté brillant, huileux, un peu dégueulasse. Du coup j'ai posé un dressing de pneus mat, c'est le résultat que vous avez sous les yeux. Donc voilà le rendu final de la voiture. Là vous pouvez vous rendre compte un petit peu du travail qui a été fait dessus. On peut voir que la voiture a beaucoup de profondeur, beaucoup de brillance, donc ça c'est forcément le polissage, mais aussi les deux cires que j'ai posées dessus, plus le lustreur. On peut voir que la voiture ça n'a vraiment rien à voir, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus profonde, et bien entendu elle est pas neuve, mais ça se saurait, mais on a quand même un avant-après qui est assez jouissif.
agressif. Alors c'est difficile à faire transparaître en photo, surtout avec la qualité de mes photos, mais en vrai c'était vraiment flagrant et le avant-après il avait rien à voir. Et tout simplement la tête de Gabriel était juste monumentale quand il a découvert sa voiture. Autant à l'ombre elle était déjà très belle, mais lorsqu'on la mettait sous le soleil avec la cire et tout le travail qui a été fait dessus, c'était clairement le jour et la nuit. Voilà, donc ce sera tout pour la MX5. Si je devais quantifier un petit peu le temps passé dessus, je dirais que j'ai passé pas loin de 20 heures. À la louche, je dirais entre 16 et 18 heures, donc ce qui est quand même assez important. Il est évident que le plus gros du temps passé dessus était tout simplement l'étape de correction, puisque c'est ce qui est le plus long, le plus chronophage par rapport à la préparation et ensuite la protection. Donc voilà mes Mendes, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous permet un petit peu de comprendre la démarche du detailing et un petit peu aussi de comprendre non seulement les étapes, mais un petit peu les produits qui sont utilisés ou tout simplement se faire plaisir en voyant des beaux avant-après, puisque c'est toujours cool. Moi c'est toujours des vidéos que j'aime faire puisque j'adore le detailing et c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos là-dessus en ce moment. Déjà d'une part parce que j'aime ça et parce que aussi le confinement me permet pas de faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à réagir là-dessus, n'hésitez pas à commenter, toutes les remarques tant qu'elles sont constructives sont bonnes à prendre. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à être sur le groupe et en plus de ça être de plus en plus actifs également. Et on le répétera jamais assez, la Mendesserie n'est jamais finie, elle ne fait que commencer. A plus les gens.